Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Gunther Doll, qui est le PDG de l'Aqua-Sport. Bonjour Gunther. Bonjour Armelle. Alors Gunther, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes un peu précurseurs de la suite de ta carrière professionnelle ? Alors je sais pas si c'est des signes précurseurs, mais j'ai eu une enfance un peu singulière puisque je suis né à Abu Dhabi. J'ai passé toute mon enfance au Moyen-Orient, à Koweït, Dubaï, mais l'Arabie Saoudite. Mais dans les années 70-80, c'est pas la carte postale qu'on connaît aujourd'hui avec les influenceurs, c'était complètement différent. Et je pense que je suis arrivé en France, j'avais 19 jours, parce que mon père voulait pas que je reste plus longtemps là-bas. Et je suis arrivé à Champs-Rousses, parce que ma maman était de Grenoble. Et du coup, pour faire le contraste avec le désert, les pays chauds, ils ont choisi de s'installer en station de ski. Et je pense que c'est ce qui a déclenché mon amour pour le ski, la montagne. Et j'ai envie de dire, mon enfance dans les pays du Moyen-Orient, c'est ce qui m'a ouvert l'esprit, parce que il fallait s'adapter à une nouvelle culture, à des nouvelles personnes, à des conditions scolaires qui étaient pas celles que mes copains connaissaient. Et en fait, de faire les allers-retours entre ces pays et Champs-Rousses, je pense que ça a été peut-être ce qui m'a fait découvrir plein de choses et qui m'a donné ces ambitions. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes lignes de ta carrière professionnelle, de tes débuts chez Oxbow jusqu'à aujourd'hui ? Alors, je suis arrivé chez Oxbow parce que, justement, c'était la continuité de mon expérience à l'étranger, puisque j'ai pas eu de bac français, j'ai eu un bac américain. J'étais en école américaine, puis après j'étais en université américaine. Du coup, comme je parlais pas mal anglais, et qu'à l'époque il y avait quelqu'un chez Oxbow qui était un anglais qui parlait pas très bien français, du coup on a tout de suite sympathisé, et c'est lui qui m'a fait découvrir la marque Oxbow, qui m'a fait rentrer chez eux. Quand je suis rentré de Koweït dans les débuts des années 80, du Pakistan, pardon, dans les débuts des années 90, tous mes collègues de Champs-Rousses étaient passés du ski au snowboard. Du coup, je me suis mis au snowboard et j'ai eu la chance j'étais un peu, j'avais une petite âme de compétiteur et j'ai arrivé à sortir un peu du lot sur certaines compétitions locales. Et du coup, j'ai eu un contrat de sponsoring par Oxbow. Et de fil en aiguille, ils m'ont dit, tiens, ton parcours nous intéresse. Ton ouverture d'esprit et ton parcours marketing, ta maîtrise de la langue anglaise, on a quelque chose à te proposer. Je suis rentré chez Oxbow pour m'occuper du développement des snowboards, du team, et de fil en aiguille, j'ai grandi chez eux. Je suis resté pratiquement 10 ans à m'occuper aussi du surf des mers l'été. J'ai organisé les championnats du monde de longboard. J'étais le sparring partner de Laird Hamilton quand il venait en Europe. C'est moi qui m'occupais de lui. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment ancré dans le milieu du développement des produits. C'est là où j'ai appris le développement d'un snowboard, comment on construisait un snowboard. Et après, le textile aussi, puisque j'étais impliqué dans la relation entre les sportifs et le bureau de design et de textile. Et après Oxbow ? Après Oxbow, ça a été un peu une douche froide parce que j'avais le job, le meilleur job du monde. À 24 ans, on est chez Oxbow, c'est les années 90, c'est le snowboard, il y a de l'argent, le surf, les marques, abondaient dans le marketing et il y avait plein de choses qui se faisaient à droite à gauche. Moi, j'avais mon bureau à Champs-Rousses. Et quand j'étais pas à Champs-Rousses, j'étais à l'autre bout de la planète, au Brésil, à Hawaï. Voilà, du coup, c'était un peu... Et je suis parti quand il y a eu le rachat. Un énième rachat, mais là, quand ça a été le groupe La Fuma qui a racheté, j'ai senti que le vent allait tourner et que l'esprit d'Oxbow que j'avais connu au tout début, parce que quand je suis arrivé, il y avait encore les fondateurs de la marque, et du coup, tout l'ADN allait être un peu dissolu. Et mon poste de rêve,
Je pense qu'on allait vite me faire faire un retour à la réalité. Et du coup, j'ai quitté. J'ai été volontaire pour. C'était le début des ruptures conventionnelles. Du coup, j'en ai profité et j'ai complètement changé. Je suis parti pour monter une marque de ski à Champs-Rousse, une petite marque qui s'appelait Axoon à l'époque, où on a voulu partir sur un concept de marketing d'un ski unique, la personnalisation à l'extrême. On était un peu avant-gardiste parce que dans les années 2005, les gens maîtrisaient pas forcément le graphisme, les outils de graphisme étaient dédiés aux professionnels. Du coup, c'était un peu compliqué de dire à quelqu'un, bah, on va te faire ton ski, donne-nous ton design et on va te le réaliser. Voilà, ça a duré 2 ans. Après, moi, j'ai quitté Axoon pour m'associer dans une nouvelle aventure qui était mon ambition, c'était de développer le surf de mer le plus propre possible. Du coup, on a créé Ecomoana avec une personne, Franck Benardi, qui était dans la résine. C'était un industriel de la résine. Et moi, de mes années Oxbow, tout le temps que j'ai passé avec Laird Hamilton, qui est quelqu'un qui est très orienté nature, bien-être, et c'est vrai qu'on en est arrivé toujours à la même conclusion, c'est que chaque surfeur de la planète surfe sur des vagues qui sont principalement proches de grandes villes, où il y a pas mal de pollution, où ils sont tous sur la plage avec un bidon de pétrole sous le bras, parce qu'un surf, c'est que du dérivé de pétrole, et ça allait pas avec la façon de vivre issue un peu des hippies, happy life, on mange des graines, on cultive nos légumes et on mange des fruits, ça correspondait pas bien. Et du coup, avec Laird, on est parti sur l'idée de faire Ecomoana. Alors lui était caché parce qu'il avait des contrats de sponsoring avec d'autres marques de l'industrie, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et on a créé Ecomoana, une marque basée sur le concept de faire. On savait qu'on pouvait pas faire une planche 100% éco-friendly, mais on a essayé d'identifier quels seraient les meilleurs matériaux de l'époque pour faire la planche la plus propre au monde. Alors cette planche, elle avait une particularité, c'est qu'une planche de surf, elles sont blanches, comme une feuille de papier. Elle est très blanche. Et si vous prenez une feuille de papier recyclée, elle est un peu jaunâtre. Et ben nous, nos planches, elles étaient un peu verdâtres. Du coup, on a créé ces planches-là. On s'est dit, ben maintenant qu'on a fait le concept, on va aller se confronter à l'industrie. On a pris un stand à Surf Expo, qui est le plus gros rassemblement de surf, le salon de Orlando. Et on a fait notre petit stand de Frenchie. On est arrivé avec des meubles en carton, c'est la seule chose qu'on avait amené de France. On est allé à Ikea, on a acheté deux trois meubles pour essayer de meubler parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Du coup, il fallait trouver des solutions un peu atypiques, des autocollants, et on a fait un super beau stand. Mais c'est vrai que nos planches vertes, elles ont un peu surpris. Tout le monde les trouvait un peu moches. Ensuite, on essayait d'expliquer le concept, mais encore une fois, on était un peu avant-gardiste. Et ce qui m'a fait plaisir, il y a pas très longtemps, j'étais en voyage au Portugal, c'est qu'on avait fait des stand-up paddle avec Laird et Comoana, et le pad, on l'avait remplacé avec des pads en liège. Et là, on était un peu la risée, on va dire, du salon. Tout le monde nous disait, c'est quoi ces pads? Est-ce que ça va fonctionner dans l'eau de mer et tout ça? Et la dernière fois au Portugal, je suis rentré dans un surf shop et j'ai vu tout un pan de mur avec que des pads en liège. Je me suis dit, ouais, on était peut-être trop en avance, mais aujourd'hui, ça fonctionne. C'est un peu ça, voilà. Les hauts et bas de l'entrepreneuriat, c'est d'être sur le bon timing. C'est ça le plus important. Et du coup, j'ai quitté aussi, j'ai vu que ça allait pas être, c'était pas le moment. Du coup, j'ai quitté cette industrie et je me suis tourné vers l'automobile. Tout simplement parce que ma femme m'a dit à un moment, ouais, c'est cool tes aventures de surfeur, mais il faut qu'on vive. Il fallait que j'ai une nouvelle bagnole. Je me suis dit, tiens, le marketing automobile, j'ai une expérience. J'ai rencontré quelqu'un chez BMW à l'époque et qui m'a dit, bah tiens, tu peux avoir un bon salaire, on peut avoir des belles choses à faire ensemble, et en plus, tu auras une voiture de fonction. Je me suis dit, bah c'est cool, j'y vais. Ça a duré 3 ans. Et après j'ai quitté, je suis parti chez Mercedes là récemment pour 8 ans et voilà. Et aujourd'hui j'en suis à reprendre la croix. C'est une rencontre. Ma vie s'est fait des rencontres en fait. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter la croix et comment t'es arrivé sur cette opportunité magnifique? Le Covid a beaucoup joué dans ma décision déjà moi de chez Mercedes de me dire
qu'est-ce que va être mon avenir de demain, parce que le monde change, les voitures électriques, les budgets, la maîtrise du réseau par les marques automobiles qui veulent reprendre le réseau en propre. Du coup, le marketing a beaucoup moins d'importance. Le marketing événementiel, c'est plus du marketing de relations, de la data, suivre les clients, faire des opportunités. Mais moi, je me projetais pas là-dessus parce que je suis quelqu'un de produit. J'adore le produit, j'adore le contact avec les gens, j'adore faire vivre des expériences aux clients. Et du coup, je me posais déjà beaucoup de questions. Et à la sortie de Covid, j'ai rencontré le propriétaire de l'époque de Lacroix, du groupe qui détenait Lacroix, Arpin, Duvillard et De Gresset. Il s'était déjà séparé de Duvillard et De Gresset. Il était sur le point de se séparer de Lacroix. Je lui ai dit, attends, arrête tout. Il y a peut-être un truc à faire. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à pas revendre cette marque et en faire quelque chose, la relancer, on va dire, de repartir d'une page blanche. La marque à l'époque était en plan de sauvegarde parce que la difficulté du Covid, les stations qui ont fermé. Nous, on est dans une industrie où on anticipe 1 an à l'avance tous les achats. C'est-à-dire, on prend les commandes du textile, des skis, on fait fabriquer pendant l'été et tout est fabriqué et payé au mois de septembre. Et du coup, on est obligé de livrer les magasins pour qu'ils puissent vendre et qu'on puisse les facturer. Et quand le gouvernement dit non, cette année les stations n'ouvriront pas, les marques se retrouvaient avec des stocks énormes, pas la possibilité de vendre, de distribuer, donc de facturer. Et tout ça a mis Lacroix dans une position qui n'était pas idéale. Mais il fallait trouver une idée pour sortir du plan de sauvegarde, de relancer la marque, d'écrire une histoire, on va dire, parce que c'est souvent des histoires qu'on vend. Quand on va voir un banquier, on vend une histoire. Quand on va voir des investisseurs, quand on va voir des gens pour les motiver à vous suivre dans une aventure, il faut les projeter. C'est pas qu'un tableau Excel. Il faut aussi les emmener dans une aventure. Et on a écrit une histoire. Comment on allait sortir la marque de cette ornière sans abîmer l'image. Du coup, on a ouvert une boutique dans un outlet au sud de Lyon. Alors, idéalement placé puisque c'est la route des vacances. Là, je vous parle, on est juste après le Covid. Ça veut dire que les stations réouvrent et on est en année 2, on va dire. Et le stock, on l'a écoulé sur 4 mois, du 1er novembre au 28 février, dans une boutique éphémère, dans un village outlet, où les gens s'attendent à avoir des prix de moins 30, moins 40, moins 50%. Et comme, encore une fois, on n'avait pas beaucoup de moyens, on avait embauché 3 vendeuses. J'avais trouvé dans la cave de chez Lacroix, il y avait des vieux stands qui dataient de 2016-2017, des caisses en bois où il y avait des bouts de meubles. Ce qui était marrant, c'était qu'on a dû négocier d'abord avec la structure The Village, l'outlet, qui on était, pour prouver notre bonne foi et l'intérêt d'ouvrir une boutique Lacroix dans leur village. Du coup, il a fallu présenter marque haut de gamme, de ski. J'y suis allé, j'ai mis ma plus belle chemise. Ma femme s'était habillée aussi. Voilà, on a fait notre rendez-vous. Ça s'est très bien passé, ils ont accepté. Et 15 jours après, j'étais en jean, t-shirt, basket, la visseuse à la main, en train de monter et couper des meubles. Les gens, ils ont pas tout compris. Et 15 jours encore après, on faisait les vendeurs à l'intérieur de la boutique. Ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, pour une marque haut de gamme, de luxe, on voit souvent les mêmes personnes. Mais voilà, c'était l'aventure un peu start-up. Et ça a été génial parce que pendant 4 mois, on a été en contact. Nous, on y était avec mon épouse, on y était tous les week-ends. Et on était en contact avec la clientèle, où on a su percevoir l'intérêt que les gens avaient pour la marque, la connaissance qu'ils avaient de la marque, les plus et les moins de la marque aussi, parce que il faut pas se cacher, il y avait aussi des moins. Et voilà, ça a permis de se dire, tiens, il se passe quelque chose. Là maintenant, je suis convaincu. On va s'asseoir autour de la table et j'ai envie de racheter cette marque. Je suis sidérée parce que j'avais pas du tout eu cette période quasiment de bootstrap de l'entreprise, alors qu'elle en était pas du tout à ses débuts, mais au contraire sur un relancement. Et c'est la première fois que j'entends une histoire comme celle-là. Je trouve ça assez génial. Du coup, je fais juste un tout petit flashback et on reviendra là où t'en es aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que finalement t'as eu envie à un moment de quitter
des postes assez confortables en tant que salarié pour reprendre une entreprise. C'est quand même pas du tout la même posture d'être salarié et d'être chef d'entreprise, a fortiori pour reprendre une entreprise pour laquelle tu vas bootstrapper et donc te mettre dans un inconfort qui est très important. Le goût de l'aventure. Je... Non, je sais pas, un peu de folie. Je suis quelqu'un d'entier. J'ai toujours travaillé. Avant, je travaillais pour des patrons dans des belles marques que je considérais comme ma marque. Je travaillais pas pour un patron, mais je travaillais pour une marque. Et je pense que ça a toujours été ça. Et il faut que chaque matin que je me lève, il y ait un challenge, il y ait une envie d'aller au travail, qu'il y ait envie de pousser des limites. Et à un moment, comme je vous disais, quand chez Mercedes, j'ai senti que j'étais arrivé au bout d'un chemin, il fallait que je trouve une autre opportunité. Et plus l'opportunité est grosse, j'ai envie de dire, plus il y a de risques et plus ça me plaît. Alors j'ai la chance que mon épouse est un peu pareil que moi, mais la chance qu'on a, c'est que généralement on n'est pas dans le même timing, on prend pas les risques au même moment. Du coup, voilà, il y en a un qui prend le risque, l'autre qui s'occupe un peu du backup. Là, on était dans ce timing-là d'alternance. Et malheureusement, là, elle nous a rejoints il y a 1 an. Du coup, on est tous les deux dans l'aventure Lacroix, parce qu'elle voulait pas vivre ça par procuration. Elle voyait que la marque repartait, on va dire. Il suffisait de souffler sur les braises pour que c'est une marque qui est fantastique. C'est une marque qui est fantastique. Du coup, le risque était énorme, mais je pense que le risque est mesuré si on y met l'énergie. Alors justement, tu parles de risque. C'est quoi ta définition du risque ? C'est l'envie de se dépasser. Ça, c'est pour moi le risque, c'est le moteur de la créativité. C'est comme ouais, le risque, c'est un sportif en compétition. S'il prend pas de risque, il est sûr de pas être sur le podium. Il faut prendre des risques quand tu descends en ski ou que tu es dans une compétition. C'est le micro millième de seconde qui va faire la différence. Et ça, c'est la part de risque. Nous, on est dans une industrie et surtout on est dans une industrie de luxe et de performance et pas prendre de risques, c'est d'être à l'arrêt. Il faut qu'on arrive à pousser les limites pour pouvoir devancer l'avenir et être prêt à être avant-gardiste. On peut pas être un suiveur. Quels sont pour toi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et surtout pourquoi est-ce que tu les as pris ? C'est la croix. Le plus gros risque, c'est la croix. C'est sûr parce que aujourd'hui, alors il y a le risque financier, il y a le risque personnel parce que c'est beaucoup d'investissement. C'est le risque aussi de pas pouvoir se cacher derrière d'autres personnes parce que quand on fait partie d'une société, on fait partie d'un groupe, on fait partie de tout un univers où à un moment donné, si ça marche pas, on peut dire c'est la faute de mon collègue, c'est pas la mienne. De reprendre une marque comme La Croix, qui est une marque historique, qui est une marque iconique, et de se dire, voilà, on est à la tête de cette marque. Toute décision qu'on prend chaque matin peut impacter l'avenir de la marque, les choix avec qui on s'associe, les choix d'ouverture, les choix d'opportunités, de diversification de la marque, sont des choix où le poids est assez important et où on est sur je pense qu'on est sur un podium où les gens vous regardent, vous critiquent énormément. Il faut avoir les épaules assez larges pour accepter la critique, accepter aussi la critique de choix stratégiques pour la marque et de se dire d'être convaincu. Il faut être convaincu par ces choix parce qu'il y a plein de gens autour de vous qui sont là pour vous dire non, tu devrais pas faire ça, c'est risqué, vous allez trop vite, je l'entends mais tous les jours. Et là il faut être bien assis et bien costaud dans ses baskets pour se dire non, je sais où je veux amener la marque et c'est là où on va. Si tu regardes la totalité de ta carrière professionnelle, est-ce que tu as commis une grosse erreur ? Si oui, laquelle ? Et là encore, surtout, qu'est-ce que tu en retiens ? Alors des erreurs, on en fait plein. Mais je pense que une erreur, ça dépend de l'état d'esprit. Moi, je pense que j'ai la chance d'avoir été éduqué dans le système américain où une erreur, on peut la transformer en succès si on l'accepte, si on la comprend et qu'on la refait pas, surtout. On sort grandi d'une erreur
Et si on s'agrandit d'une erreur, pour moi, c'est plus une erreur, c'est un accroc, voilà, c'est une perte de temps des fois. Mais le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs et de continuer à avancer. Dans ces moments difficiles, là, quand tu es avec ta perceuse en train de faire des trous, ou d'autres d'ailleurs, moments difficiles, qu'est-ce qui te fait tenir? Où est-ce que tu puises ta motivation? Ma motivation, c'est mon épouse. Parce que ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Là, j'ai la chance qu'elle nous ait rejoints dans l'aventure. Sans elle, rien serait possible parce qu'elle est aussi folle que moi et aussi mais elle a les pieds plus terre à terre. On va dire, elle est plus moi je suis voilà, j'ai un tempérament de feu, j'ai une idée, il faut absolument qu'elle se réalise dans les minutes qui suivent, je mets toute mon énergie dedans et des fois elle me sort la tête de l'eau, elle me dit: «Non mais attends, là c'est pas une priorité, reconcentre-toi sur ça». Et aussi j'ai la chance qu'elle met pas de limite. Alors des fois on se fait peur tous les 2. On a des idées le matin au petit-déj et le soir, on arrive à les concrétiser et on se dit: «Mais où va-t-on? Qui peut nous arrêter?» Et à contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions, des accomplissements, dont tu es le plus fier, mis à part avoir séduit ta femme? Heu, ouais, plein, parce que, quand on met toute son énergie tous les matins à vouloir se dépasser, que ça soit pour un patron ou que ça soit, pour sa boîte aujourd'hui, c'est d'être avant-gardiste, c'est de faire les choses, voilà. Moi, j'adore, c'est de faire des choses compliquées où les gens vous disent: «Ben non, tu devrais pas faire ça». J'ai jamais choisi la simplicité, le côté facile, la route facile, c'est pas pour moi. La situation où je suis le plus fier, on va dire, qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est justement pendant le Covid. C'était une situation assez compliquée pour tout le monde. Nous, on était chez Mercedes et dans toute l'industrie automobile, on était une industrie où les gens pouvaient encore acheter des voitures mais ne pouvaient pas venir les voir. On pouvait aller au boulot parce qu'on était dans la mobilité. Moi, dans mon poste de marketing, on pouvait aller au travail au quotidien avec les dérogations, mais on était dans un monde où voilà, on traversait les villes, il y avait personne, on voyait plus personne, on se retrouvait dans une concession où d'habitude il y a de la vie, il y a des gens qui rentrent, qui viennent voir les nouveautés, et un planning de sortie de véhicules avec un véhicule qui est majeur dans la gamme de chez Mercedes, et aucune solution pour montrer ce véhicule. Je me voyais pas faire un emailing aux gens en disant voilà, la nouvelle voiture est arrivée. Et d'avoir eu l'idée de faire le premier lancement à ma connaissance 100% digital du réseau automobile, et d'avoir réussi à convaincre d'autres concessionnaires de nous suivre dans l'aventure. Ça a été une première parce que jamais personne en France n'avait réuni plusieurs concessions. On est tous collègues, mais on se pique un peu des clients. Du coup, de faire un lancement en commun, tous ensemble, en live, louer un studio à Paris de télévision, où d'habitude c'est la Française des Jeux qui tire le loto, et de faire le live du lancement avec des animateurs, tout ça, c'était c'était l'après-Covid, c'était de remettre un peu des idées. Et ça, c'est quelque chose, je suis assez fier, ouais. Ah ouais, effectivement, il y a un caractère assez exceptionnel. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? La rigueur. Ça vient de mon père, mon côté allemand, de mon prénom Günther. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été, il me disait toujours, quand j'arrivais 2 minutes en retard: «Si tu dois prendre un train, tu l'as loupé». Du coup, l'anticipation et la rigueur, je pense que c'est ce qui m'a permis de toujours être voilà, d'essayer d'être à l'heure, d'être dans le bon timing, de regarder les choses un peu de haut, et pour pouvoir les anticiper, d'anticiper les problèmes. Et je suis quelqu'un qui déteste, j'aime maîtriser. J'aime pas perdre le contrôle, et du coup, le plus j'anticipe, plus j'ai l'impression de maîtriser les choses. Et si jamais il y a un imprévu, voilà, ça reste un grain de sable et ça devient pas une catastrophe. Toi qui a fait cet exercice de la reprise d'entreprise, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une telle aventure, qui est particulière par rapport à un lancement d'entreprise? Une reprise, c'est pas la même chose, a fortiori quand il y a un héritage, comme c'est le cas pour la Croix. Alors moi, c'est compliqué de donner des conseils parce que j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de vivre un rêve.
j'ai eu la chance de récupérer une marque. Aujourd'hui, je le dis, même aux États-Unis, je suis à la tête d'une start-up. C'est une marque qui est comparée, des fois, on nous compare à Chanel, on nous compare, c'est la Rolls-Royce du ski. On a des comparaisons qui sont assez folles. Le regard des gens, quand on a pris la décision et qu'on a signé le rachat de la marque, jamais j'avais imaginé qu'elle avait un tel aura et une telle puissance. C'est à travers le regard des gens et la façon que les gens me parlent de la marque que je me suis aperçu que j'avais racheté une pépite et qu'aujourd'hui il fallait en être digne. Mais ce que je pourrais dire, il faut être un couteau suisse. Quand on reprend une marque dans les conditions que moi je l'ai repris, quelqu'un qui reprend une marque qui fait 20, 30, 40, 50 millions de chiffre d'affaires, bon, c'est un investissement, il reprend, là, c'est un gros bateau qui roule, il y a du fonctionnement, vous avez des équipes en place, vous avez une ancienneté, vous avez tout ça, bon, ça roule, j'ai envie de dire. Après, on peut la changer, on peut la mettre à son image, mais c'est un gros bateau, ça prend du temps. Moi, on a repris une marque il y a moins de 3 ans, on est reparti d'une page blanche. On est reparti avec 100% une nouvelle équipe. Du coup, c'est quasiment une création d'entreprise avec un nom historique. Il fallait tout recréer. On est reparti. On a créé là cette année, on va avoir 22 modèles de ski dans 12 moules différents, une nouvelle usine. On est parti vraiment. C'était du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que encore une fois, c'est bien d'être bien entouré à la maison parce que il faut que la personne avec qui on partage sa vie, elle comprenne que le soir, on peut pas être à 19h pour le repas avec les copains, que le week-end, on peut pas partir parce que il faut monter des skis, parce que il faut aller chercher quelque chose à droite, à gauche, il y a un événement. Et voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Et que, encore une fois, reprendre une société dans les conditions où nous on l'a fait, c'est un investissement et il faut être surtout bien entouré. Mais après, c'est hyper satisfaisant de monter des meubles. Pour reprendre l'exemple des meubles, remonter des meubles, tenir une boutique, être en contact avec les clients. Il y a quelques semaines, je suis parti à 5 heures du matin de Grenoble, je suis allé en Italie, à Bergame, pour aller remplir un utilitaire. Ça fait 500 km aller, 500 km retour. Et à midi, j'avais un rendez-vous à Milan pour un déjeuner avec le patron du joaillier Pomellato en Italie pour faire une collaboration. Je veux dire, je me suis changé dans le parking, chemise, couru dans Milan pour arriver à un rendez-vous. On passe 2 heures à parler de collaboration, à parler d'ouverture de boutique à Courchevel, tout ça. Et hop, je ressaute dans ma camionnette et je me refais mes 500 kilomètres pour rentrer à Grenoble. Voilà, c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est d'avoir plusieurs casquettes et de pas avoir honte de faire le livreur, de monter des skis, de monter des meubles. Il faut être de partout. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années, à la fois pour la Croix, mais aussi pour le business du sport d'une manière générale? Alors nous, on est dans un secteur d'activité qui est très dépendant de la montagne, du climat, de l'enneigement, de l'ouverture des stations. Il y a des timings. Nous, malheureusement, quand on fait des skis et qu'on fait du vêtement de ski, on peut pas les vendre au mois de mars. Il faut qu'il y ait la neige au mois de décembre. Il faut que Noël se passe bien parce que c'est là où les ventes se font. Il faut que les gens puissent pratiquer le ski dans de bonnes conditions pour qu'ils aient envie de consommer, pour qu'ils aient envie de changer et que ça se passe bien pour toute cette industrie. Malheureusement, on voit que les saisons sont compliquées, sont plus les mêmes. Il y a des pics de chaleur, des pics de froid. On comprend plus, on sait plus comment s'habiller, on sait plus où il faut aller pour trouver du ski. Et alors moi, encore une fois, on est un cas à part parce que on est une marque avec un positionnement haut de gamme, voire luxe. On est dans des stations où les gens viennent skier, mais pas que. Ils viennent parce qu'ils ont des chalets, parce que ça fait partie de l'art de vivre, d'aller à Megève, même s'il y a pas de neige, les gens consomment quand même. On est dans des stations assez élitistes, Courchevel, Val d'Isère, où le ski, a encore de l'avenir, où les stations s'adaptent, où les clients voyagent. Moi, mon industrie, on a des clients. Là, j'étais à Park City avec des clients pour aller skier. La semaine prochaine, ils sont à Zermatt. Voilà, c'est des gens qui consomment le ski à l'échelle mondiale.
Alors c'est pas bien de le dire parce que ça consomme beaucoup de carburant, d'avion et tout ça, mais malheureusement c'est la réalité. Les gens avec qui on était, voilà, ils ont un chalet en Suisse, ils ont un chalet à Park City et ils voyagent entre les deux. Et s'il y a pas de neige à Park City, ils vont trouver de la neige en Suisse. Nous, c'est notre réalité. Après, les grandes marques de l'industrie, c'est plus compliqué pour eux parce que voilà, c'est des gros rouleaux compresseurs. Il faut que la neige arrive au bon moment, il faut que les stations tournent, il faut que l'industrie vive, et il faut surtout que on ait un soutien aussi du politique pour continuer à dire que la France, alors je parle pour la France là, que la France, c'est une terre de ski. Moi, je le vois quand je voyage à l'étranger, les gens nous admirent. Les stations des Trois-Vallées, quand on est aux États-Unis, ils comprennent pas. À Aspen, il y a 3 stations, il faut prendre un bus pour relier, et vous êtes à Aspen, vous payez $300 un forfait de ski, et vous skiez que sur un versant parce que l'autre versant, il faut prendre le bus pour y aller. Quand on leur dit que nous, les Trois-Vallées, en gros, c'est toutes les stations des États-Unis réunies, ils vous regardent et ils disent waouh, c'est pas possible. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai toujours 3 questions avec lesquelles j'ai l'habitude de terminer. La première, qui est plutôt une question philosophique. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude ? Ah, que je vais me faire plaisir dans la vie, dans les 10-15 prochaines années, que j'espère que j'aurai la chance de me lever tous les matins avec l'envie de pousser mes limites. Ça, c'est certain. Et aujourd'hui, mes limites sont associées à la croix. Et moi, ma fierté, parce que quand on a racheté la marque, mon premier objectif, c'était de rencontrer Léo Lacroix. On a la chance qu'il soit toujours en vie, 87 ans. C'est quelqu'un qui est passionnant. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du ski mondial. Je suis un peu l'héritier d'une part du ski mondial, puisque c'est Léo qui a été le premier skieur à passer les 100 km/h de moyenne en compétition de ski. C'est lui qui a inventé la combinaison de descente. Voilà, il a marqué l'histoire du ski. Et aujourd'hui, moi, c'était hyper important de créer un lien avec lui, et on a même plus réussi puisqu'on a un lien avec la famille, on s'appelle avec les enfants, voilà, ils suivent l'aventure comme si je faisais partie de la famille, un peu. Et moi, voilà, c'est ma fierté. Et ma fierté, ça serait de ramener la croix dans 5 ans, 10 ans, on va dire plutôt 10 ans, comme un acteur incontournable du secteur du ski et du textile haut de gamme. Est-ce que tu aurais un conseil, soit de livres, de séries, de films à regarder ? Alors, hier soir, j'étais dans l'avion de Salt Lake City à Denver, et j'ai regardé le documentaire sur Jack Burton, le snowboarder, et j'ai trouvé son histoire très inspirante, et je me suis retrouvé un peu dans certaines de ses anecdotes, quand au début, il prenait la voiture, il allait voir les magasins, il tapait aux portes, il partait avec des samples, il revenait avec plus de samples qu'il avait amenés parce que les gens lui redonnaient des produits au passage. Voilà, je me suis identifié un peu avec lui, c'est de se dire, voilà, on nous ferme des portes, mais moi j'ai une philosophie, j'ai un mantra, comme on dit, c'est failure is not an option. L'échec n'est pas une option. Quand on vous ferme une porte, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre, et c'est vraiment ça mon moteur dans la vie. Et je me suis retrouvé dans ce documentaire. C'est pour ça que je le conseille, il est vraiment, vraiment très bien. Et ce sera ma dernière question. Quelle est justement la question que t'aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ? Oula. Et là, c'est une colle. J'aurais pas aimé que tu me poses cette question. Voilà. Merci beaucoup, Günther Doll, PDG de Lacroix Sport, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 6 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que dans le business, timing is everything. Quand on lance une innovation produit sur un marché, il faut arriver ni trop tard, ni trop tôt. Le deuxième point, c'est que quand on développe une entreprise et qu'on cherche des financements, on ne vend pas qu'un tableau Excel, mais aussi une histoire. Il faut donc bien travailler son storytelling auprès des banquiers et des investisseurs. Le troisième point, c'est que plus l'opportunité est grosse, plus le risque est fort et plus le gain peut être important. Le quatrième point, c'est que quand on reprend une entreprise, il faut être
un couteau suisse. Il faut être bien entouré, accepter de faire beaucoup de sacrifices et être même capable de se changer en un éclair dans son véhicule utilitaire. Le 5e point, messieurs, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et enfin, la punchline de l'épisode, failure is not an option. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.